Bonjour. Lorsque j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme il y a plusieurs mois l'invitation de Louba et Delphine à participer à ce colloque, je ne pensais pas qu'il me coûterait autant de nuits blanches et autant d'interrogations. Et donc, je vous présente par avance mes excuses pour cette présentation qui est plutôt, vu l'ampleur des interrogations qu'elle soulève, vu le caractère contradictoire des réponses que j'obtiens, est plutôt un bilan d'étape sur une recherche qui mérite effectivement d'être poussée bien plus avant. J'ai commis la grosse erreur de m'adresser à beaucoup de conservateurs de musées, de scénographes dans des petits musées régionaux russes. J'aurais jamais dû, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quasiment autant d'approches de la thématique de la violence politique dans ces musées que de concepteurs d'exposition. Donc j'ai essayé de rassembler un peu tout ça. J'espère être parvenu à mettre au point une typologie qui tienne un petit peu la route. Lorsque l'on évoque les lieux de la mémoire de la violence en Europe et en ex-URSS, un constat s'impose de lui-même. Les lieux de mémoire ne sont pas du tout les mêmes en Russie et dans le reste de l'Europe. Si en Europe centrale et orientale, depuis les années 90, on s'attache à commémorer la mémoire des victimes du communisme, le plus souvent dans des musées, à Prague, à Vilnius, à Riga, à Budapest, etc. En Russie même, les lieux de commémoration ont presque toujours pour objet la mémoire des héros de la Grande Guerre patriotique ou celle des soldats tombés pour la patrie. La césure est très importante, bien que dans les deux cas, on commémore les victimes ou les héros d'une violence venue de l'extérieur, une violence exogène. Dans le cas russe, le traitement muséal, de la violence endogène, c'est-à-dire de la violence politique du régime soviétique, soulève, je viens de le dire, un très grand nombre de questions. Les lieux de mémoire des victimes du totalitarisme soviétique se comptent sur les doigts des deux mains et sont toujours le résultat d'entreprises spontanées, associatives ou individuelles. Ainsi, la mise en place des deux pierres des Solovki, l'une dans le centre de Moscou devant le siège du NKVD en 1990 et 12 ans plus tard à l'instigation des animateurs de l'association mémoriale à Saint-Pétersbourg, donc cette pierre de la mémoire. Ça concerne aussi la création du musée de Mémorial à Moscou, dont je parlerai très rapidement tout à l'heure, la muséalisation du camp de Perm 36. J'attire votre attention sur la différence qu'il y a à utiliser le terme muséalisation par opposition à muséification. Ce musée n'est pas pétrifié, d'autant moins qu'il organise tous les ans. Alors, il est fermé pendant l'hiver pour des simples raisons de commodité. C'est à environ 300 km de Perm, dans le kraï de Perm, donc c'est assez difficile d'accès. Mais les initiateurs du musée organisent des expositions itinérantes qui se posent d'ailleurs dans beaucoup de musées de la région. On peut évoquer le musée d'Ivan Panikarov dont vient de parler Louba, ou la création du musée de l'histoire du Goulag à Moscou, qui est au départ une initiative purement civile, qui me pose énormément de questions quant aux enjeux de la récupération politique du projet. Peut-être qu'on pourra en parler. Bref, en Russie, la mémoire du goulag et plus largement des violences politiques est entretenue presque exclusivement par la société civile. L'État, quant à lui, se réfugie dans un incroyable déni très largement commenté, et l'État préfère nourrir et se nourrir de discours et d'images patriotiques. Ce rapport aux violences du passé soviétique trouve une excellente illustration dans le monde des musées russes. Je me propose donc de mener quelques réflexions un peu éparses sur la façon dont les violences soviétiques, et en particulier le phénomène du goulag, sont mises en scène lorsqu'ils le sont dans les musées les plus nombreux et les plus fréquentés de Russie, les musées régionaux. Traduction assez insatisfaisante, j'en conviens, du terme « kraïevetskie muzei ». Kraïevetskie muzei, c'est l'exact équivalent dans le domaine russe des Heimatmuseen du domaine germanique. J'en parlerai. Cette étude est très intéressante pour qui veut cerner les enjeux mémoriels, sociétaux de l'évocation de ces violences près de 25 ans après la fin de l'Union soviétique. Il est instructif, en effet, d'étudier la façon dont les violences d'État sont montrées ou ne sont pas montrées, ce qui est le plus souvent le cas au public, d'analyser les causes de la frilosité de la majorité des musées locaux face au passé concentrationnaire.
Pour autant, des expositions, qu'elles soient permanentes, ce qui est assez rare, ou temporaires, c'est plus fréquent, existent dans certains musées. J'espère qu'il sera utile d'en analyser la scénographie pour tenter de mettre en évidence le discours dont elles sont porteuses. Le musée régional Grecki Musée est un type tout à fait original d'institution muséale ancrée sur un territoire, à l'instar des Heimatmuseen allemands. Le musée régional Kraïevski Musée n'est ni musée d'histoire naturelle, ni musée de société, ni musée d'ethnographie ou d'histoire, ni musée des beaux-arts, ni encore moins écomusée, mais il est un peu tout cela à la fois. Ce phénomène muséal n'est pas propre à la Russie, mais il en est extrêmement caractéristique. Le musée régional est un musée encyclopédique, un musée microcosme qui conserve et présente au public les expos représentatifs, alors expos au sens muséologique d'objets que l'on montre, représentatifs de l'ensemble des réalités du territoire sur lequel il est implanté et dont il a la charge. Ça peut être une rue, un village, une ville, un district, une oblast, un kraï ou une république. Et ces musées, dans la plupart des 83 ou 84 sujets de la fédération, sont généralement organisés de manière pyramidale, avec à la tête de ce qu'on appelle Muzeï Abidinigne, une réunion des musées locaux, le musée situé dans la capitale, et se pose alors des questions de dépendance, des questions d'autorité, des questions de financement qui peuvent éclairer aussi notre problématique. Traditionnellement, alors petit exemple d'un musée que j'aime bien dans la région de Novgorod, qui organise bien souvent des expositions des artistes locaux. Le musée peut être un petit peu plus important comme ici à Valdai, toujours dans la région de Novgorod. Ce musée s'appelle Musée Uyezd Novgorod, musée du chef-lieu de district, et retrace la vie quotidienne des habitants de la ville au XIXe siècle. Et les musées peuvent être absolument gigantesques, comme celui qui vient d'ouvrir, ça fait 8 ans, mais qui a été inauguré, dont le nouveau bâtiment assez impressionnant a été inauguré en 2006 à Tcheliabinsk. Traditionnellement, les collections de ces musées sont divisées en 4 sections: histoire naturelle, ethnographie, histoire et économie locale. Les expositions les plus populaires sont généralement, et les enfants adorent, les expositions d'histoire naturelle. Donc ici, nous sommes dans la région de Khabarovsk, avec le fameux tigre de l'amour et autres animaux locaux. Économie locale, ça c'est une survivance de l'organisation muséale soviétique qui avait, alors ce serait un peu long d'évoquer tout ça, mais tous ces musées ont été entièrement fermés, liquidés au début des années 30 pour être transformés en musées de papier et mis au service de la construction socialiste, notamment dans le domaine économique, ce qui fait que ces départements d'économie locale sont encore tout à fait vivants aujourd'hui. Et comme je le montrais tout à l'heure, les espaces d'exposition temporaire sont souvent mis à la disposition des artistes locaux de plus ou moins bonne tenue. La mission principale du musée régional est d'ordre didactique, et les dispositifs scénographiques auxquels il recourt, le plus souvent, sont d'ordre taxinomique. En d'autres termes, les collections des musées locaux constituent le pendant, l'illustration, le complément des manuels scolaires, notamment les manuels utilisés en 6e et 7e classe. Je crois que c'est la 6e et la 5e du système français. Quelques chiffres pour donner une idée de l'importance du phénomène muséal, assez méconnu en France. Ces musées régionaux constituent de très très loin le plus gros des musées en Russie. Le ministère de la Culture russe avait recensé en 2012 2578 musées dans le pays, et près de la moitié d'entre eux, soit exactement 1144 musées, sont des musées régionaux, dont plus de 80% se trouvent dans des villes de taille modeste. Et donc, en l'absence de statistiques bien fiables, comme bien souvent malheureusement en Russie, sur la fréquentation des musées, on peut faire que des extrapolations. On sait en revanche qu'en 2012 ont été réalisées en Russie 81 millions de visites, ce qui est assez peu. Si l'on compare notamment la situation française, j'en reparlerai. On peut être certain, vu le pourcentage de musées régionaux au sein du paysage muséal russe dans son ensemble, que l'immense majorité de ces visites ont été des visites de musées régionaux, puisque ce musée régional est le plus proche géographiquement, mais aussi psychologiquement des populations,
Et bien souvent, la visite au musée régional, qui est obligatoire dans le cadre scolaire, est la seule visite d'un musée qu'aura réalisé le Russe moyen au cours de sa vie. Donc ce que je veux mettre en évidence ici, c'est l'impact très fort des expositions des musées régionaux. C'est une évidence, la violence politique soviétique n'occupe pas, très très loin de là, une place importante dans les collections de ces musées. Pourtant, la thématique des violences n'est pas totalement absente des expositions. Un grand nombre de musées locaux, notamment en Sibérie et dans l'Oural, présentent encore jusqu'à aujourd'hui des expositions qui ont été montées dans les années 60 et 70 sur les violences de la police et de l'État tsariste. Donc des expositions qui n'ont pas été revues, qui n'ont pas été corrigées idéologiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, nous sommes au musée de Tobolsk, qui a fermé malheureusement depuis 2007 pour des raisons de conflit entre l'Église et le musée. Ce que je veux montrer par ces deux photographies, c'est qu'une muséographie de la violence a bien existé dans ces musées régionaux, mais exclusivement pour servir le discours idéologique sur la prison des peuples et mettre en évidence les progrès démocratiques réalisés grâce au parti. L'existence même du fameux musée virtuel du Goulag démontre qu'il y a là un vide à combler. Ce musée en ligne, ce musée dématérialisé, vient remplir les lacunes des musées traditionnels dans le travail de conservation et de transmission de la mémoire des violences politiques. Et il est tout à fait évident que si ce travail a été initié, c'est précisément parce que sur le terrain, dans les musées, il n'est pas réalisé de façon satisfaisante. Il est extrêmement difficile d'avoir une idée du nombre de musées qui présentent, malgré tout, dans leurs expositions, la violence politique soviétique. J'ai beaucoup de mal à avancer des chiffres, tout ça ne restera que très approximatif, et je me suis basé sur l'excellent site museum.ru, qui recense l'ensemble des musées de leur collection, ou sur les données livrées par le musée du Goulag, musée virtuel du Goulag, donc données qui sont fort précieuses pour donner un ordre de grandeur. Ainsi, en 2010, le musée virtuel du Goulag recensait en Russie seulement 125 musées dont les expositions faisaient état des violences soviétiques, c'est-à-dire en gros 10% du total des musées régionaux en Russie. À ce chiffre bien modeste, bien évidemment, il faut ajouter celui des expositions temporaires, qui sont organisées avec une fréquence accrue ces dernières années. Bon, j'en reparlerai. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai fait pas mal de recherches personnelles sur place et dans différents spravachniks. J'en arrive à la conclusion que dans plus des 2/3 des cas, les musées russes ne présentent pas, n'évoquent pas le problème de la violence politique. Ainsi, par exemple, dans ce tout récent musée de Tcheliabinsk, où une salle entière est consacrée à l'histoire du XXe siècle, dans laquelle on pourrait s'attendre à un discours sur ces violences, que nenni, il n'y a rien du tout. On nous montre la vie quotidienne, les objets du quotidien des habitants de la ville, donc là où la part belle est faite à la vie quotidienne des soviétiques, la cuisine soviétique. Je ne peux pas ne pas passer sous silence ces deux vitrines qui illustrent la collectivisation. Donc évidemment, ici, on est très loin des réalités que nous connaissons tous de la violence qui a accompagné ces réformes agraires en Union soviétique. Encore plus, j'allais dire drôle, encore plus étonnant, le cas du musée régional de Omsk, qui est pourtant un très très grand musée, très central. L'exposition se concentre sur l'établissement du pouvoir soviétique dans la région. Ça fait quand même longtemps, à mon avis, que l'exposition aurait dû être revue, donc avec un magnifique Lénine qui vous accueille quand vous entrez dans la salle. Se concentre sur donc l'établissement du pouvoir soviétique, sur évidemment l'épisode Koltchak dans la ville d'Omsk, sur la vie quotidienne des soviétiques, où tout va très bien, ça fait rêver. Et donc on a ici une exposition tout à fait figée, à une époque que l'on devine être celle de la perestroïka. Mais dans ce musée, la réalité concentrationnaire est malgré tout présente, je crois un peu par hasard, sous la forme d'un exemplaire dédicacé du premier cercle de Solzhenitsyn qui a été offert au musée, manifestement par l'auteur, en 1994. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce livre, donc le seul expo qui puisse
illustrer la violence concentrationnaire, est coincé entre, vous le voyez, un bon de privatisation et un bon de rationnement pour du sucre. Donc c'est une preuve éclatante, n'est-ce pas, du peu de cas fait de la violence politique par les concepteurs de l'exposition. Cette œuvre de Solzhenitsyn, c'est une mise au rang des symboles du chaos économique et social des années de transition. On ne veut pas l'illustrer, on ne veut pas en parler, et on ne veut pas qu'on nous en parle. À la suite d'Octave de Bary, qui s'interrogeait sur Auschwitz et la muséalisation de la Shoah, on peut se demander, en réalité, si un musée est vraiment possible après l'expérience du Goulag. Selon M. de Bary, instrument de deuil et d'oubli de l'histoire, le musée ou l'exposition consacrée au camp soviétique reviendrait, selon lui, selon cette logique, à marquer ou légitimer leur passage vers les limbes de l'histoire et à tourner définitivement une page douloureuse de l'histoire russe. En ce sens, montrer le Goulag reviendrait à l'occulter. On peut évoquer ici le cas très particulier du musée moscovite de l'association Mémorial, qui est un musée du Goulag, mais qui ne présente que des œuvres d'art réalisées dans les camps, qui ne montrent pas les objets du quotidien, qui ne montrent pas la vie quotidienne au Goulag. Dans ce sens, montrer la réalité concentrationnaire par des objets d'art permet d'en perpétuer la mémoire. Et donc, si l'on suit toujours cette réflexion, le passé concentrationnaire de la Russie n'est pas muséalisé, il n'est pas non plus muséifié, il aurait pu, massivement parce que personne n'est encore prêt à l'oublier. Régler ses comptes avec le passé, autrement dit, l'envoyer au musée, serait la seule façon de pouvoir envisager l'avenir. Or, on le voit très bien, on le comprend, bien que parfois un peu diffusément, la Russie est encore bien loin d'avoir réglé ses comptes avec son passé concentrationnaire. Et dans les musées russes, les objets concentrationnaires sont bien encombrants. Pourtant, il existe des tentatives de muséographie, je vais vous en montrer quelques-unes. Je le disais à l'instant, l'expo concentrationnaire est bien encombrant en Russie et son statut n'est pas encore très clairement défini. La charge émotionnelle dont sont investis les témoignages matériels de la vie dans les camps, dans la mémoire collective, fait de ces objets, dans le contexte russe, de véritables pommes de discorde. En effet, à la différence d'autres situations de violence extrêmes dans d'autres contextes nationaux ou historiques, impossible en Russie de dresser une frontière nette entre victimes et bourreaux, les premiers n'ayant jamais été jugés et le second jamais réellement reconnu malgré les vagues successives de réhabilitation. L'expo concentrationnaire, dans le cadre d'une exposition, peut pour cette raison être lue par le public, par les visiteurs, de différentes manières. Objet de mémoire et symbole de la douleur pour certains, il peut être acte d'accusation pour d'autres. Dans tous les cas, il n'est jamais anodin. On peut même affirmer que, dans une certaine mesure, l'expo concentrationnaire viendrait perturber l'ordre social, en rappelant à chacun son rôle, ses responsabilités au sein du système soviétique, sa place ou celle de ses proches, de ses ancêtres, de ses parents, dans les rouages du mécanisme répressif. En d'autres termes, l'objet concentrationnaire, l'expo concentrationnaire, oblige à une prise de position quant au passé totalitaire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est présent au musée, l'objet concentrationnaire est neutralisé, il est déchargé. Allant au-delà de la neutralisation naturelle qu'induit l'entrée de quelque objet que ce soit dans un musée, les scénographes recourent le plus souvent à des dispositifs muséographiques visant à désamorcer les expos. C'est la raison pour laquelle les expositions consacrées au Goulag sont, dans la plupart des cas, soit extrêmement dépouillées, soit, au contraire, extrêmement chargées. Un très bon exemple de scénographie dépouillée nous est fourni par une exposition temporaire organisée en 2012 au musée régional d'Arkhangelsk, dans le nord européen de la Russie, exposition intitulée « En avant vers le socialisme », dans laquelle la violence concentrationnaire est simplement suggérée par du fil de fer barbelé, le lieu commun par excellence de la muséographie du Goulag. La violence de la détention est ici simplement évoquée, elle n'est pas illustrée, et il faut remarquer que les auteurs de l'exposition n'ont pas mis en scène de vraies choses. Il n'y a pas d'objets qui aient été collectés dans des camps, pourtant extrêmement nombreux dans cette partie de la Russie européenne. Ici, à mon avis, les concepteurs de l'exposition ont avant tout tenu à montrer qu'ils savaient, mais qu'ils n'allaient pas montrer. Il est à noter aussi sur le site modeste site du musée qui fait l'annonce de cette exposition,
Il faut noter aussi que les concepteurs ont manifestement bien conscience de traiter un sujet difficile. Ils ont conscience d'endosser une très lourde responsabilité. En témoignent ces précautions oratoires dans le petit texte de présentation. Les auteurs de l'exposition considèrent que, pensent que. Ils savent parfaitement qu'exposer la violence soviétique, c'est prendre position, c'est s'exposer soi-même, et que cela ne va pas de soi. Le fil de fer barbelé, donc, c'est un incontournable de la scénographie du Goulag. On le retrouve dans beaucoup d'autres exemples. Par exemple, ici, à Khabarovsk, le musée régional de Khabarovsk mériterait une étude à lui tout seul, puisque c'est le seul musée qui est, je crois, entièrement intégré la muséographie, scénographie du Goulag dans ses collections. Est-ce que c'est dû au passé concentrationnaire de la région? Est-ce que c'est dû à l'éloignement de Moscou ou à une certaine indépendance d'esprit des Russes de l'Extrême-Orient? Ça mérite encore d'être creusé. C'est le cas aussi à Siverodvinsk, toujours dans la région d'Arkhangelsk, le barbelé est présent. C'est le cas après. Muséologie dépouillée, scénographie dépouillée. Dans d'autres cas, à l'inverse, l'effet de désamorçage de la charge émotionnelle des expos est obtenu par l'accumulation, comme ici à Khandriga en Yakoutie. Les expos ne sont pas individualisés car tout simplement pas individualisables. Ils ne renvoient pas à des réalités individuelles, ils ne renvoient pas à des individus, mais à une communauté de victimes. Ces stratégies d'accumulation de vraies choses, cette fois-ci, pour le coup, visent à l'anonymat, à la dépersonnalisation. Les photographies de détenus sont très rares dans ce type de scénographie. Il n'est pas question de mettre des visages ou des noms sur l'évocation de la violence. Il faut remarquer par ailleurs que dans la plupart des cas, une distanciation est opérée par les scénographes. Le barbelé ou les barreaux marquent très souvent une frontière infranchissable entre les expos et le visiteur. Il s'agit ici évidemment de créer une distance, un détachement, au point que parfois on peut se demander de quel côté de la barrière se trouve le visiteur. Le barbelé, c'était dans le désordre, à Doudinka, au nord de la région de Krasnoyarsk, une magnifique grille au musée de Syktyvkar dans la République des Komis, une accumulation d'objets, de photographies anonymes. Les barbelés, les grilles brouillent la vue. On a aussi une grille dans le musée de Norilsk. Brouille la vue, interroge, marque une ligne à ne pas franchir, parfois de manière très concrète et, disons-le, cocasse, comme au musée d'État de l'histoire du Goulag à Moscou, dans le cadre d'une mise en abîme qui laisse pour le moins songeur. C'est un barbelé tendu sans le moindre effort de scénographie qui signifie aux visiteurs que le deuxième étage n'est pas accessible. Les pistes sont donc totalement brouillées. Et de quel côté, en réalité, se trouve le visiteur d'une exposition sur le Goulag? Et dans quelle mesure ce visiteur ne va-t-il pas se poser la question de son possible voyeurisme? Pour terminer sur l'horizon des scénographies des violences politiques, je ne peux pas ne pas évoquer un expo qui m'a personnellement beaucoup touché, beaucoup marqué, au musée régional de Kungur, c'est dans le kraï de Perm, dans l'Oural. Cette expo, donc cette herse suspendue au plafond, en dépit du bon sens et ensanglantée, symbolise évidemment les violences de la collectivisation agraire. Il me semble bien que par cette expo, qui a été réalisée par un artiste émérite de la Fédération de Russie, où l'on reparle de la collaboration entre historiens, scénographes et artistes, il me semble bien que par cette expo, accompagnée des commentaires du personnel, pour les visiteurs qui pourraient se demander ce que c'est que ce truc, le musée est atteint l'un des meilleurs moyens de transmettre la mémoire des violences sans montrer de vraies choses qui obligent à la prise de position. L'objet est éloquent, compréhensible par tous, normalement, et surtout, il reste consensuel. Pourquoi donc cette relative absence, ou le caractère timoré de ces scénographies? Du point de vue occidental, il est difficile de comprendre pourquoi une page de l'histoire de la Russie si marquante, si centrale que celle du Goulag ne fait pas l'objet de plus d'attention de la part des personnes dans les musées qui sont précisément chargées d'éclairer et de transmettre la mémoire collective. Les raisons de ce vide muséal sont très nombreuses et sont à rechercher aussi bien du côté des acteurs des musées, des publics des musées et même jusqu'au sommet de l'État. Le premier problème, un des serpents de mer du monde de la culture en Russie, est d'ordre financier. Depuis le 1er juin 2001, les musées peuvent choisir 3 types d'affiliation financière, soit un financement entièrement pris en charge par l'État, à condition de remplir les exigences
édictée par le ministère de la Culture, soit l'autonomie complète, auquel cas on s'en remet entièrement au portefeuille de tel ou tel oligarque ou de tel ou tel businessman du coin, ce qui n'est pas non plus très avantageux sur le plan de l'indépendance, soit un système mixte choisi évidemment par l'immense majorité des musées russes. Donc, dans les deux premiers cas, la marge de manœuvre des concepteurs d'exposition est très limitée. Dans le troisième cas, les fonds sont très limités. C'est la raison pour laquelle, dans l'écrasante majorité des cas, les revenus tirés de la billetterie constituent une part non négligeable du budget de fonctionnement. Et donc, les deux nouvelles clés de voûte de la formation en muséologie dans les universités russes, je cite dans le texte, Muzeyny Marketing et Muzeyny Management, ne laisse guère d'autre choix aux concepteurs d'exposition, aux scénographes, que de proposer au public des expositions consensuelles vouées à attirer le public le plus large et le plus nombreux possible. Expositions consensuelles, enfin dans l'air du temps en ce moment, on a beaucoup parlé de bruit de bottes, mais je constate que les expositions consacrées au passé militaire de la Russie font beaucoup d'entrées. C'est très bancable dans la Russie des années 2010. Par ailleurs, les chiffres de la fréquentation des musées restent relativement faibles, je le disais tout à l'heure, donc très rapidement pour être un peu plus précis, si on calcule le ratio nombre de musées, nombre de visiteurs, on obtient 31 000 visites par musée par an en Russie en 2012 pour près de 50 000 visites par musée et par an en France, toujours en 2012. Je n'ai pas remis la main sur les chiffres officiels, mais on assiste à un tassement très très fort du nombre de visites au musée depuis la fin de l'époque soviétique. Donc la conjonction de ces deux phénomènes financiers, le problème de la fréquentation, place les musées régionaux russes, qui, je le rappelle, constituent le socle de l'édifice muséal en Russie, les place dans une situation délicate qui les oblige à la fois à chercher l'attention des publics et la meilleure rentabilité possible. Donc il leur faut, excusez-moi pour l'anglicisme un peu vulgaire, des expositions bancables. Une étude sociologique de l'opinion des Russes d'aujourd'hui sur le passé concentrationnaire de leur pays dépasserait largement les cadres de la présente intervention. Pour autant, j'ai pu me rendre compte, au cours de mes conversations personnelles en Russie, que le thème des violences politiques en Russie n'était pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, un sujet porteur. Zatchirm, on ne peut pas refaire le passé, il faut aller de l'avant. Qui peut juger tous ces gens? De toute façon, on ne sera jamais jugé. La justice ne fonctionne pas dans ce pays. Comment veux-tu qu'elle fonctionne un jour? Comment on saura qui est de quel côté, la victime ou du bourreau? Donc autant de lieux communs, tant de fois répétés, tellement intériorisés, qui démontrent que le rapport des Russes à leur passé totalitaire est moins fait d'indifférence en réalité que de résignation, voire parfois de déni. J'aimerais citer aussi, mettre en relation deux citations, deux témoignages rapportés par Svetlana Alexievitch dans son dernier ouvrage, La fin de l'homme rouge, qui sont extrêmement éloquents à cet égard. Donc, elle évoque la fin de l'Union soviétique. Et un de ses informateurs lui dit « Beaucoup de gens ont accueilli la vérité comme une ennemie. » Et quelques pages plus loin, on peut lire « Aujourd'hui, les musées sont vides, mais les églises sont pleines, parce que nous avons tous besoin de psychologues, de séances de psychothérapie. » Le public russe, toujours en phase de reconstruction identitaire, ne tient pas à ce qu'on lui rappelle sans cesse les blessures de passé. Je crains que tout ne soit aussi simple que ça. Les comptes ne sont pas réglés, il le sait bien, mais il comprend diffusément qu'ils ne le seront jamais, ou en tout cas que rien n'est entrevu pour qu'ils le soient. À quoi bon, dès lors, s'infliger à l'occasion d'une sortie culturelle une réflexion, une douleur mémorielle, dont il ne maîtrise ni les tenants, ni les aboutissants et sur lesquels il n'a aucune prise. Au sommet de l'État, et je termine, rien n'est fait non plus pour améliorer la situation. De la qualification par le président de la chute de l'URSS de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, à l'exacerbation des sentiments patriotiques, en passant par l'adoption le 15 mai 2009 de cette fameuse loi sur les mesures, je cite, visant à s'opposer aux falsifications de l'histoire au préjudice des intérêts de la Russie, tout est fait pour inviter l'ensemble des acteurs du monde culturel à la plus grande prudence. Ce qui n'arrange rien, évidemment, ce sont les prises de position du ministre de la Culture, l'ineffable Vladimir Medinsky, grand pourfendeur d'idées reçues sur la Russie devant l'Éternel, qui a sans aucun doute une très grande influence sur le choix des conservateurs en matière de politique d'exposition. Les musées sont donc pris entre deux feux, celui des attentes du public, qu'il faut bien faire venir au musée, et celui des attentes des officiels,
dans leur immense majorité représentants de Russie unie, donc toujours la herse de Kungur, et une photo que je ne pouvais pas ne pas montrer, négligemment posée dans la cage d'escalier de ce musée régional de Kungur, le petit tract de campagne du gouverneur local, enfin non, c'est le vice-gouverneur, Raman Kaksharov, qui est toujours un invité de marque au musée. Donc l'emprise des acteurs politiques sur ces musées régionaux, qui sont l'interface par excellence pour le monde culturel et qui joue un rôle social très important, je n'ai pas parlé d'exposition patriotique, mais est très forte. Donc on fait attention. Donc ces officiels, souvent très impliqués dans les politiques culturelles locales, sont porteurs et diffuseurs d'une idéologie dominante, toute tournée vers la glorification de la patrie et de ses héros. Il faut évoquer encore le fait qu'il faut conclure. Alors très rapidement, les conditions matérielles dans lesquelles s'effectue ce travail. Le salaire moyen d'un conservateur de musée dans ces musées régionaux est d'environ 20 000 roubles, divisé par 50, ça nous fait 400 €, c'est ça. Et dans beaucoup de cas, les expositions sont financées par les fonds propres des gens. Donc l'élément personnel, individuel, les intérêts personnels des gens jouent un très grand rôle sur le choix des politiques d'exposition. Autre chose, ce dont on se rend compte si on faisait une carte des expositions sur le Goulag en Russie, c'est que ces expositions sont concentrées très majoritairement dans les régions dans lesquelles le Goulag fait partie de l'ADN du territoire. Plus que l'identité, l'ADN du territoire, donc je pense à ces villes nouvelles, Norilsk, Doudinka, je pense Magadan, évidemment. Dans ces régions, le Goulag est pleinement entré au musée, il est confiné dans des vitrines, la douleur originelle est conjurée et l'on peut enfin se tourner vers l'avenir. Merci de votre attention.